que cette aventure, enfin ce choc dans ma vie, m'apporterait des bénéfices en fait. Aujourd'hui c'est les 40 ans de Mathieu, c'est vrai qu'on est content de les fêter parce que ça aurait pu ne pas se faire. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, c'est clair, on pense pas à ces choses-là, surtout à cet âge-là, donc comment on l'a vécu, moi je suis plutôt quelqu'un d'assez terre à terre, donc je l'ai pris comme ça venait, il n'y avait pas trop le choix de toute façon, donc l'idée c'était d'essayer surtout d'être là et présent, et derrière on voit comment ça se passe, et puis on a de la chance, ça s'est plutôt bien passé. Déjà, personnellement, je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer après. J'ai eu la chance que mon médecin homéopathe m'ait prescrit une IRM que j'ai fait entre deux réunions, puisqu'à l'époque je manageais 90 personnes et donc intellectuellement ça percutait, et je faisais plus de 20 heures d'entraînement d'arts martiaux, d'arts du poing par semaine, méditation, qigong, kung fu. Le médecin ouvre la porte, il y a une pièce sombre avec des écrans et tout. Il me dit asseyez-vous, je lui dis non, moi j'ai pas le temps. Et il me dit écoutez, vous avez un anévrisme malin, faut que je vous explique, asseyez-vous. Donc moi je connais la rupture d'anévrisme, je sais pas trop ce que ça veut dire, malin c'est pas bon. Alors c'est une histoire quand même qu'à la base simple, hein, parce qu'on commence sur une consultation, d'un patient qui souffre de céphalée, chez qui on a découvert un anévrisme. Donc. Il y a un risque qui se rompe, un risque important, parce qu'il était relativement gros, effectivement celui-là en particulier. Et que donc nos collègues de neuroradiologie disent il est important, il est même impératif d'arriver à boucher cet anévrisme pour pas qu'il se rompe. Quand on replonge dans les images, c'est vrai qu'on voit l'anévrisme qui est très gros là. Et voilà, c'est ça la bifurcation sylvienne. La bifurcation sylvienne, c'est cette artère, l'artère sylvienne qui se bifurque, qui donne deux branches, ok. Et au milieu de ces deux branches, il y a la naissance de cet anévrisme au niveau d'une zone fragile, d'accord. On a fait l'artériographie comme prévu, et c'est là on voit l'anévrisme très gros, d'accord. Un large anévrisme, donc il fait 15 mm. D'accord. 15 mm, c'est assez gros. Vous avez été opéré ici, donc le 4 avril. 4 avril 2011, oui. Et l'intervention s'est bien passée au début, puis finalement au réveil, fait une petite complication parce que vous aviez du mal à bouger le côté gauche. À ce moment-là, vous avez été réopéré dans la foulée. Vous avez été réveillé. Pour nous, vous aviez un contact qui était normal. Vous aviez du mal à bouger le côté gauche, mais vous aviez un contact normal. Et puis 3 jours après, d'un seul coup, vous avez fait un coma brutal. Et extrêmement grave, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'artère s'est rebouchée. Ah oui, celle qui avait été débouchée? Oui, s'est rebouchée. Et donc ça a créé un accident vasculaire cérébral plus important. Vous aviez déjà un petit accident sur la première complication, mais là il s'est majoré, il s'est étendu. Alors, on avait calculé le volume, et le volume était 277 millilitres. 277 millimètres, le cerveau ne peut pas supporter un accident aussi important. Et comme la boîte crânienne n'est pas extensible, donc ce gonflement va entraîner la compression d'autres structures qui ne sont pas atteintes, d'accord, donc pour sauver le cerveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on fait une crânictomie. D'ailleurs de manière préventive, donc ils ont ouvert le crâne
c'est ça, pour laisser le cerveau s'étendre plutôt à l'extérieur que comprimer des structures internes. J'ai fait ce film parce que c'est ce que j'aurais aimé voir au moment où je me suis réveillé du coma et que j'ai vu ma tête dans le miroir et où j'ai pris conscience de l'étendue des dégâts en fait. Si j'avais eu le mode d'emploi comme le Petit Poucet pour retrouver ma capacité à être dans la vie, alors bien sûr on est tous uniques donc chacun trouvera son chemin, mais il y a quand même des principes communs qu'on peut partager pour pas perdre espoir d'une, que tout est possible et qu'il faut quand même y croire, parce que si la voie n'existe pas, il y a moyen que toi tu l'ouvres par tes propres forces. Et puis aussi aider et apporter ma contribution à la médecine, parce que sans eux je ne serais pas là. Et il y a une vraie synergie qu'on va expliquer entre la médecine conventionnelle et la médecine dite parallèle, ou en tout cas des arts classiques du Tao, d'éveil du corps et de l'esprit. Jamais je n'aurais pensé pouvoir un jour profiter. C'est par la volonté, le travail que j'y suis arrivé. On me croyait mort, les pronostics avaient tort. Personne connaît la valeur de l'effort, y'a des morts si t'en veux encore. J'en ai rêvé, mais j'en ai rêvé, mais j'en ai rêvé plein de fois. De revenir à la vie, renaître, retrouver mon faya. Renforcer mon corps, mon esprit de mon laïta. Célébrer la vie avec ma famille, mes bread. J'en ai rêvé de me relever plein de fois, j'ai jamais cédé à des faux pas. J'ai toujours voulu retrouver ma joie, je m'en suis jamais laissé le choix. Je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours voulu retrouver. Alors j'entends le mot rééducation, je l'utiliserai pas à ce sujet-là. J'utiliserai plutôt on accompagne le processus psychique de la personne au stade où il en est. Dans un accompagnement de deuil, on va dire. C'est plutôt presque un accompagnement de deuil et d'acceptation. Deuil de la vie d'avant et acceptation de ce qui se joue aujourd'hui. Et dans le mot d'acceptation, il faut acquérir une notion d'espoir, de continuité, de je peux poursuivre ma vie. Vous étiez dans une situation d'agression extrême en fait. Donc vous êtes défendu avec vos forces, avec vos armes, et vos armes c'était effectivement cette capacité de contrôle, d'autocontrôle, de méditation, et vous l'avez utilisé. Là, on a chacun ses outils. Oui, je pense que vous avez des bons outils. Ouais. Vous aussi. Ouais. Alors nous, on a des bons outils aussi. C'est complémentaire, oui. Ouais. Ce film n'oppose pas les médecines conventionnelles et les médecines chinoises ou énergétiques, qu'elles soient anciennes comme l'Ayurveda ou le taoïsme, racine de la médecine chinoise, parce que on a besoin de tous ces outils quand tu as été désintégré, que tout a été détruit, pour ramener la conscience au corps. Moi, si tu veux, à un moment donné, qui peut plus, peut le moins, il y a un outil qui te sert et qui fonctionne, je prends. Hein. T'as plus rien à perdre et t'as tout à gagner. Et je l'ai expérimenté, en fait, que c'est pas l'un ou l'autre. Les deux permettent vraiment une synergie. Donc et alors, pour la guérison intérieure et extérieure. Quand il y a un traumatisme, ça crée comme des ancrages au niveau du cerveau, comme un brouillard au niveau des émotions, et à un moment donné, on n'arrive plus à fonctionner, à être en contact direct avec ce qui se passe. Ça vient complètement vous submerger et faire qu'au niveau rationnel, on n'arrive plus du tout à faire la part des choses. Il y a deux choses, on va faire simple, la guérison intérieure et la guérison extérieure. La guérison intérieure, on va dire que c'est ce qui permet à tes pensées de retrouver une cohérence, qu'elles restent calmes, en paix. Et là, tu vas pouvoir compter sur les yogas d'éveil du corps et de l'esprit qui vont calmer le cœur, apaiser l'esprit pour commencer à voir clair et trier tes pensées et en garder une. Et là, ça va s'associer à la neuropsychologie pour que, associé à ces états de méditation, tu puisses par exemple travailler la mémoire de travail ou la double tâche en te répétant, vu que tes pensées sont plus apaisées, tu vas pouvoir répéter plus clairement la pensée que tu viens de projeter pour en associer une deuxième et créer un raisonnement par exemple. Et au niveau du cœur, c'est pareil parce que tes émotions vont se calmer. Tu vas l'associer par exemple à l'EMDR au niveau de la psychologie pour calmer ton cœur et à retrouver une zone de confort au niveau des émotions. Et par là, commencer à ressentir des choses et pouvoir interagir avec les autres et l'environnement de manière plus cohérente, quoi.
Ça, c'est pour la guérison intérieure. Le MDR, ça veut dire Eyes Movement Desensitization and Reprocessing, c'est-à-dire que le mouvement des yeux que l'on va reproduire en EMDR va être le même que celui qui s'opère lors de la phase paradoxale du rêve. Il a été question effectivement assez vite d'intégrer dans le soin ce qu'il connaissait, parce que sur un plan moteur ça a du sens, mais je suis moins bien placé pour parler du sens sur un plan moteur. Sur un plan plus psychologique par exemple, moi à l'époque où on s'est rencontrés, je finissais ma formation de thérapie cognitivo-comportementale, et au sein de thérapie cognitivo-comportementale, on apprend ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Et la méditation de conscience, c'est très ancestral finalement, ça reprend les éléments du bouddhisme, mais ça a été transféré dans les sciences médicales pour l'appliquer aux patients. Et ça consiste simplement, si je synthétise de façon très prosaïque, c'est l'idée sur laquelle je dois m'intéresser à l'instant présent, à ce qui se joue à l'instant présent, dans une forme effectivement où je me recentre sur moi-même. C'est très utile, c'est un point de vue cognitif pour Mathieu, où les lésions de son hémisphère droit qui a principalement été impacté génèrent des troubles de l'attention. Donc se recentrer en thérapie de pleine conscience avait pleinement son sens pour Mathieu. De toute façon, nous on se battait parce que vous étiez jeunes, et surtout on savait vraiment avec le kung fu que vous pratiquez que la rééducation pourrait donner des résultats, d'accord, mais on se bat essentiellement pour tout le monde, hein, on essaie vraiment de donner la chance à tout le monde, et c'est vrai qu'après c'est pas tout le monde qui réussit à remonter la pente, c'est exactement ce que vous avez dit. Chaque année quand on vous revoit, on a un nouveau signe d'amélioration, d'accord, jusqu'à ce que vous ayez vu debout. Et ça, c'était impressionnant pour nous, d'accord, de vous avoir debout. Après, je me rappelle très très bien quand je vous ai croisé, je me dis, c'est bon, et après, c'est bon, maintenant je fais les pompes avec une seule main. J'ai pas besoin de l'autre main. C'est une force intérieure, vraiment, de maîtrise de corps. Avec le retour à la vie, en retrouvant cette nouvelle famille, avec les thérapeutes qui ont pu me guider pour reprendre conscience, j'ai pu aller aussi par le biais de ma croyance et de ma foi à l'abbaye de Solesmes, où j'ai été souvent dans ma vie quand j'ai eu des gros coups durs, comme quoi ta foi et tes valeurs peuvent te sauver dans l'au-delà quand tu arrives dans le coma, mais aussi sur Terre, c'est très important de pouvoir compter là-dessus pour ceux qui en ont la possibilité. Et peu importe la religion, je veux vraiment ouvrir la chose au sens de croyance, de foi intérieure que la personne a avec une force bien plus grande que notre être, quoi. Mais qui vont nous porter à nous élever et donner le meilleur de nous-mêmes. Donc après la communion à l'abbaye de Solesmes, moi j'avais du mal à marcher, à me déplacer, communier, et je me mets devant la fameuse scène où Marie tient Jésus dans ses bras. Je me recueille là, et en fait, je me rends compte que la solitude et l'humiliation que je ressens, puisque tous les trous que j'ai, on est rentré dedans, et ceux que j'avais pas, on t'en a fait, et quand je regarde ma tête dans le miroir, Céline m'avait prévenu, tu sais, on t'a rasé les cheveux, et on a dû t'ouvrir le crâne de là à là, donc t'as 18 agrafes, tu vois ta tête, c'est Quasimodo, toute ta peau là, elle est rentrée, t'as plus de crâne, donc je te raconte pas l'état psychologique de traumatisme dans lequel tu te trouves. Donc tu es humilié, et seul, parce que personne n'a connu ça. Et là, je me retrouve devant Jésus étalé dans les bras de Marie après la communion. Et en fait, je découvre le mystère de la passion à partir de l'intérieur, puisqu'en fait, il commence à soigner mon cœur, en me disant, mais oui, par le bien de ma foi et de la croyance que j'ai, Jésus s'est fait homme pour laver les péchés et la souffrance de l'homme. Et donc, par le biais de ma foi, en fait, ça détourne mon regard de mon nombril
pour le tourner vers Jésus et donc Dieu, puisque dans la religion chrétienne, Jésus est le Fils de Dieu. Et donc ça commence à me sortir de mes propres souffrances, tu vois, et ça panse mes plaies de mon cœur à partir de là. Et deuxième chose, une fois que donc je retrouve cette grâce, une fois que je sors un peu de cet état de grâce où j'étais en larmes parce que trop d'espérance en fait. Pour moi à ce moment-là qui voyait que de la souffrance et le noir, enfin le chaos. Et je vois mes yeux se posent sur son index qui est sur le bas de son ventre. Et le bas de son ventre, en fait, on appelle ça le dantian inférieur, qui sera ma quête à partir de là, de retrouver par l'art du poing la connexion de ma conscience à être dans la forme de mon corps. Très important aussi de pouvoir être calme intérieurement avant de pouvoir travailler en EMDR. Le mode traumatique qui se met en fait en route, quand on est traumatisé, on est en mode survie. Donc la première chose, c'est pouvoir calmer le cœur, et le cœur et la respiration sont intrinsèquement liés. D'où l'importance de pouvoir en effet faire de la méditation, démarrer peut-être tout simplement aussi par la cohérence cardiaque. On a acquis ça en effet, mais pouvoir développer tout ce qui peut être énergétique et pratique supplémentaire de type Qigong en effet, où du coup le corps et l'esprit, on apprend une certaine reliance. Comme disait Georges Charles, mon professeur taoïste, la première fois que je suis allé le revoir en stage chez lui après cet accident pour essayer de repratiquer ces arts d'éveil du corps et de l'esprit et rebrancher ma conscience par là, il me dit mais l'invalidité n'existe pas. Alors moi j'avais du mal à me tenir debout. Tu sais, je dis bon ok, alors bon c'est ton prof donc tu l'écoutes, t'es là pour ça. Il me dit mais oui c'est comme l'inquiétude. L'inquiétude ça n'existe pas, c'est comme l'incompétence. C'est un manque de compétence. Si tu retrouves la compétence, t'es plus incompétent. On te forme, tu deviens compétent, t'es plus incompétent. L'inquiétude c'est pareil, tu mets la quiétude, il n'y a plus d'inquiétude et ça c'est extraordinaire. C'est l'antidote de guérison intérieure des émotions. Partant de là, tu vas mieux trier du coup tes sensations, puisque tes émotions sont plus claires, tu vas pouvoir commencer à ressentir des choses. Chose qui était impossible quand tu sors de l'enfer comme ça, où tout échappe. Et à partir où tu commences à sentir, tu vas pouvoir ressentir et du coup commencer à agir. Et le problème des valides, que j'ai eu moi-même, c'est que j'ai voulu commencer à agir, puisque avec ta condition athlétique que tu avais avant, tu veux reprendre par où ça s'est arrêté en fait ta vie. Moi j'avais 29 ans, je vais boxe, Wing Chun Kung Fu, etc. Et tu veux reprendre par là, tu veux recourir, tu veux faire du vélo, tu veux reprendre ta vie physique là où on en était. Donc tu y vas avec force et mental. Sauf qu'en fait, t'as beau avoir un mental de guerrier, au bout de 10 ans, tu te rends compte que ça marche pas quoi. Et pourtant, tu donnes tout ce que t'as et t'as été habitué dans ta vie d'avant. Si tu y vas avec toute ta force d'esprit, mental, ça marche, tu progresses. Mais pas quand tu as un handicap lourd, il y a une manière de faire. Et il faut dompter en fait, ça c'est un peu le problème des valides quoi. Et du mental. Parce que quand le mental est englué dans un handicap ou dans les limites de ses possibilités, il va falloir sortir du périmètre du mental et là on peut compter sur les arts d'éveil du corps et de l'esprit qui vont t'amener à l'état dit d'esprit, qui est au-delà du mental en fait. Et là le potentiel s'ouvre. Si tu prends des coups en caisse, si tu tombes faut te relever, t'accrocher, la vie c'est avancer. Yeah. Jamais abandonné. Know that will is come to be the life. If you know that will is the power of life. Crying all day and all day long. All the time is the rise of the light. La volonté, la volonté, la volonté. La volonté, c'est la force de tes idées. Si tu veux la vérité, aucun obstacle ne peut l'arrêter. À toi d'élever ton niveau, toujours plus haut pour faire jaillir du fond de toi ta conviction. Ici bas.
Clairement, il y avait eu des gros progrès de fait au tout début, je me souviens, sur le plan du membre inférieur, avec un travail progressif vers une autonomisation à la marche, mais avec de longues périodes de nécessité de fauteuil roulant. Et puis on avait un retard, en tout cas marqué au niveau du membre supérieur, avec à l'époque, moi je me souviens que autant on lui avait dit qu'il y avait des choses intéressantes au niveau du membre supérieur et au niveau de la marche, de l'équilibre, des transferts, mais que moi je donnais vraiment pas cher sur la récupération du membre supérieur, du bras, de l'épaule, du coude, de la main, etc. Alors d'abord, il faut savoir qu'en France, le Qigong est une méthode qui est classée dans le sport et non pas dans le milieu de la santé ou médical. C'est très important à expliquer et à démystifier. Maintenant en Chine, c'est vrai qu'on travaille thérapeutiquement avec le Qigong, ça personne ne peut le remettre en question, puisqu'il y a des départements entiers qui travaillent avec le Qigong dans les hôpitaux, qui sont inclus directement dans les hôpitaux. Le Qigong, par exemple, pour des personnes qui ont été atteintes d'AVC ou de rupture d'anévrisme, permet d'avoir de très bonnes dispositions, puisque avec le schéma que l'on fabrique avec le cerveau, on va avoir une succession de répétitions de mouvements simples qui permettent de fabriquer de nouveaux schémas neuronaux, ce qui peut être quand même assez utile pour retrouver du mouvement. Mais on a aussi tout un tas d'applications thérapeutiques. Votre main ne correspond pas à cette IRM en fait, parce que la zone qui commande n'est plus là. D'accord. C'est la zone qui commande la main, en fait, c'est le cortex moteur, il est par là. D'accord. Et donc toute cette partie qui est grillée. Mais votre cerveau, donc le cerveau, c'est là où on voit la magie voilà, du cerveau. Donc il y a une plasticité, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, que vous connaissez maintenant mieux, qui peut entraîner, voilà, faire réveiller des zones saines pour créer la mobilité de l'autre main. On va utiliser la capacité du cerveau à fabriquer des images, parce que notre cerveau fabrique des images en permanence. Et en fait, on sait que avant que le cerveau organise ou fabrique un mouvement physiquement dans l'espace, avec tout ce qui compose finalement notre anatomie, il faut qu'il pense, donc qu'il imagine en fait ce mouvement avant même de l'initier, je dirais de manière organique au niveau du corps. Donc du coup, on va utiliser cette capacité du cerveau à imaginer, et on sait que quand on imagine et quand on fait un mouvement, en fait, on a à peu près les mêmes zones au niveau neurologique qui se mettent en activité. Ça a été démontré, ça a été prouvé au niveau d'IRM fonctionnel notamment. Et donc, on va utiliser cette capacité du cerveau, qu'on a découvert en fait assez récemment, pour pouvoir reprogrammer. Donc, il faut avoir une bonne capacité d'imagination finalement, de fabrication d'une image mentale. Et il faut être dans des conditions optimales pour que ça puisse se faire. Le corps, il s'était mis un peu en place, et toi, en subissant une agression, soit pour aller en arrière ou en avant, simplement pour pouvoir se bouger, tu vas prendre des connexions, tu vas avoir des nouveaux circuits qui vont se mettre en place au niveau des bras et des jambes, au niveau de la mobilité. Et ça, c'est toute la force du Qigong qu'on a dans chaque style de Kung Fu, normalement, que les gens doivent étudier, mais qu'ils n'étudient pas tout le temps. Moi, j'ai pas beaucoup de connaissances dans les arts martiaux. Je suppose que c'est une activité, c'est une discipline dans laquelle on se concentre beaucoup. On travaille beaucoup en fait sur son ressenti, sur les images qu'on peut se projeter quand on est en train de travailler, voilà. Donc il y a des liens, mais voilà, qui sont pas seulement peut-être ceux des arts martiaux, qui sont ceux finalement, je dirais, du monde sportif en général. On s'oblige finalement à travailler sur son corps, et donc à travailler sur ce qu'on ressent, sur la projection qu'on a de son corps, et comme ça fait partie en fait du protocole en fait de remise en route, de réinitialisation. Voilà, c'est ce lien-là que je vois.
Vous pouvez avoir quelqu'un qui s'entraîne 20 heures par semaine, qui va faire du Qigong et qui va être vraiment tout fin, tout filiforme. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui va s'entraîner d'une autre façon, avec d'autres fibres, et qui va être éventuellement énorme. On ne peut pas s'entraîner toute sa vie en forme, en fibre rouge par exemple. De dire je vais faire toute ma vie, je vais faire de la musculation et je vais être énorme et machin et tout parce que les articulations, tout ça. Alors ça s'use. Quand vous travaillez comme ça en connexion, quelle que soit votre condition physique, votre âge, voilà tout ça, eh ben ça se met en place et souvent la technique monte, même si la condition physique baisse un peu avec l'âge, mais ça se croise et on continue à progresser. À l'époque, on en savait beaucoup moins qu'aujourd'hui. On sait très bien que le travail dans les arts martiaux et notamment l'aïkido fait qu'on récupère une concentration de force, d'énergie, de concentration qui fait qu'on peut effectivement se centrer sur soi et garder cette force. En tout cas, je crois que ceux qui le pratiquent, et Mathieu le connaît très bien, notamment cette concentration d'énergie, ce qu'on appelle le Seika Tanden en Aikido, fait que cette force qui vient du ventre et qui permet de progresser, qui permet d'avancer, au fur et à mesure que l'on avance, l'adversaire lui tombe, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que finalement, par cette force, par cette expérience d'art martial, je crois qu'on peut le transposer sur le parcours de Mathieu, c'est-à-dire que finalement le handicap était devant lui, plusieurs sortes de handicaps se sont présentés à lui et lui par cette force, par cette avancée, au fur et à mesure les différentes déficiences, les différentes situations de handicap, il les a fait tomber. Tu vois, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'à la fois ça t'emmène loin dans tes croyances et qui te dépassent, et en même temps ça te ramène à tes propres forces qui doivent te servir. Puisque j'ai pu compter sur l'art du poing pour survivre, là où j'étais un peu dans les vapes, dans le coma, et la relation que ma conscience a tissée à son corps avec le conditionnement de l'entraînement des arts martiaux, me ramène à quand je donnais mes coups de poing enchaînés, mes 10 coups de poing enchaînés à la seconde, qui mettaient mon cœur à l'épreuve, mon cardio, et je me vois donner des coups de poing enchaînés pour pas lâcher. Et là, j'ai plusieurs images qui viennent, je tiens une corde dans le vide, et si je la lâche, en fait, c'est là où maintenant je sais que c'est la mort qui m'absorbe, en fait. Comme un voile noir qui te prend un gros brouillard dense là. Et donc je me mets à donner ces coups de poing enchaînés pour pas sombrer dedans, tu vois, je tiens en isométrie là, en tous mes muscles contractés, et il faut pas lâcher, Les coups de poing enchaînés, c'est une volonté d'avancer, quels que soient les obstacles qu'on peut rencontrer. Mais le fait de donner des coups de poing enchaînés, c'est, par exemple, je vais au premier, et je vais le faire en visuel, comme ça tu vas comprendre. Là, je suis au rez-de-chaussée, j'arrive au premier étage, et ainsi. Mais je fais pas ça. Ça, c'est des coups de poing enchaînés, mais on n'avance pas. On brasse de l'air. L'idée, c'est de pouvoir progresser. Progresser, quel que soit le contexte. L'objectif, c'est de pouvoir avancer, et rencontrer des obstacles et les gérer. Ça s'explique de façon intellectuelle et physique à travers des applications dans les arts martiaux. Les études ont montré que la part visuelle est beaucoup plus importante que la part sensibilité ou proprioception. Ce qui fait qu'on peut leurrer le cerveau et qu'il y a des nouveaux schémas qui s'instaurent, c'est-à-dire qu'on peut même déplacer l'activité, ça a été montré sur des images d'IRM fonctionnelles ou des potentiels évoqués moteurs, ce qui fait qu'il y a un déplacement, là aussi, de l'activité du cerveau sain vers le cerveau lésé. Ça a été prouvé par des études. Si on a eu derrière, en fait, tous les épiphénomènes et toutes les conséquences sur la santé positives, ce ne sont pas pour autant, c'était pas pour autant les buts premiers de la pratique du Qigong. La médecine chinoise se borne à faire circuler l'énergie et à essayer de conserver une certaine harmonie. Et dans le Qigong, on va aussi observer une forme de raffinement de l'énergie, c'est-à-dire qu'on va viser aussi à une transformation de soi pour aller vers un développement personnel. À l'époque, on n'appelait pas ça le développement personnel, c'était simplement une méthode qui était liée à la spiritualité, puisque les moines taoïstes et les moines bouddhistes sont quand même les créateurs ou les co-créateurs de beaucoup de ces méthodes.
mais le Qigong est effectivement une voie de développement personnel. Le but premier de la pratique du Qigong, c'était d'être en harmonie avec son environnement, en écoute avec les lois énergétiques de l'environnement, c'est-à-dire se reposer en hiver et remuer un peu plus au printemps et en été. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point on est dissocié du mouvement de la nature, puisqu'on fait à peu près tout l'inverse. Donc, voilà, c'est ce que le Qigong est supposé nous apprendre un petit peu, c'est se retourner vers notre sensibilité et tous ces mouvements. Je pourrais dire que je suis au pied de mon Everest en fait, puisque ce que j'ai espéré au réveil du coma, je m'étais dit si un jour j'arrive à retrouver la possibilité de renforcer la structure physique côté athlétique que j'avais à l'époque, j'aurais une version de moi plus élevée que la précédente, puisque j'ai pu découvrir la partie énergétique du corps plus subtile et l'esprit aussi avec... Maintenant, je sais que ça existe et c'est même pas j'y crois, c'est que j'en suis sûr. Donc là, aujourd'hui, j'en suis à rechercher. Mon prochaine étape, ce sera essayer de raccrocher un protocole de réathlétisation pour réapprendre à courir, nager, peut-être faire du vélo. Aujourd'hui, j'ai un tricycle pour commencer à me déplacer en forêt, mais voilà. Et quelque part, montrer ça aussi, c'est offrir des perspectives aux autres. Par rapport à des gens qui pourraient avoir des limitations par rapport à des maladies ou d'un handicap, il y a moyen de progresser et on peut compter sur d'autres pratiques aussi. Nous, on se bat beaucoup pour la vie, donc c'est même la définition de la réanimation. On est par définition au service de la vie de manière urgente et immédiate, je dirais. Clairement, c'était votre cas à un moment donné, et c'est vrai qu'on s'est battu ensemble. Chacun avec nos armes, avec nos outils, avec nos forces. Ouais. Je défends l'idée que nous sommes toujours avec les patients dans une co-construction. Donc, le patient est expert et nous sommes experts. Et donc on a comme ça des allers-retours, des va-et-vient entre le patient et les professionnels. Mais dans cette co-construction, il s'est passé quelque chose qui nous a amené à ce projet. Quand je le vois, ça donne vraiment l'espoir de se battre, hein, d'accord? Parce que votre histoire et votre parcours de soins est un exemple. Et chaque année, on voit une progression. Et c'est là ce que je retiens, moi. C'est qu'en 2014, déjà, on était à 3 ans et on voyait une amélioration. Déjà, et là, encore mieux, quand je vois là, vous avez fait la démonstration tout à l'heure pour bouger la main gauche, je suis un peu impressionné. Je me souviens, en 2011, on n'était pas aussi avancé dans ces techniques, notamment de méditation, de reprogrammation, de thérapie. Moi, je me souviens que la thérapie miroir, même si elle existait depuis, elle est la première publication dans l'AVC date de 99, donc ça faisait 12 ans, enfin on n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des systèmes informatisés qui montrent là aussi leur efficacité. Mais à l'époque, on avait des doutes, on s'occupait quand même de Mathieu qui avait quand même des troubles cognitifs. Bon, on lui a fait confiance. On s'est dit, par son expérience, il y a peut-être des choses intéressantes, mais on était beaucoup plus dans le flou et on était beaucoup plus dans le désert, notamment en termes de recherche et de possibilités offertes par ces techniques, on va dire, alternatives,
qui aujourd'hui, en 2022, sont très développés et se développent de plus en plus. Et il faut qu'on les intègre dans nos rééducations. Moi, mon métier, c'est de faire en sorte que vous respiriez bien, vous ayez assez d'oxygène, que le sang arrive au cerveau, à quel moment on peut retirer la machine, est-ce qu'on est obligé de la remettre, est-ce qu'on va arriver à ne pas la remettre. Voilà, c'est ça, c'est mon métier, il est très concret en fait. Et vous avez toute une vie intérieure en fait, à laquelle on n'a pas accès parce que d'abord, parfois, quand vous avez un tube dans la bouche, vous ne pouvez pas parler, puis même quand vous pouvez parler, vous n'exprimez pas toujours. D'abord, où l'atteinte du cerveau fait que vous ne pouvez pas l'exprimer avec des mots, et puis peut-être que c'est souvent un peu prématuré, c'est-à-dire que c'est rarement en réanimation que vous arrivez à exprimer tout ça, c'est plutôt après. Et puis la dernière chose, c'est que quand vous l'exprimez, c'est rarement au médecin réanimateur, c'est plutôt peut-être avec le rééducateur, avec votre famille, bien entendu. Et c'est vrai que nous, on sait évidemment que ça existe. On a des retours des patients, il y a des enquêtes, il y a des études sur la qualité de vie des patients à long terme après la réanimation. Tout ça, c'est des choses qui sont assez bien évaluées avec des enquêtes scientifiques qui sont intéressantes. Mais un témoignage comme ça, précis, avec des mots, pour nous, c'est aussi quelque chose de très précieux. Un travail que je trouve assez passionnant parce que ça permet justement de projeter en fait des améliorations qui sont difficiles à obtenir dans le cadre d'une rééducation classique parce qu'on est justement bloqué par ces inhibitions motrices et qui ne nous permettent pas finalement de passer des paliers. Et là, on arrive à débloquer des situations alors plus ou moins rapidement, plus ou moins facilement, mais en tout cas on arrive quand même à débloquer des situations, que ce soit dans des problèmes neurologiques ou dans des problèmes orthopédiques ou autres, tout simplement parce que voilà, il y a un engagement du patient qui est différent, qui n'est pas forcément lié à des efforts physiques, mais là du coup à un travail mental qu'on est en train un petit peu de mettre à jour et de découvrir dans le cadre de notre travail de rééducation. D'ailleurs, en France, il y a eu, sans publicité, il y a eu à l'hôpital de la Salpêtrière pendant un moment tout un département qui était un bureau, en tout cas, qui était dirigé par un médecin chinois et un français, et où on a testé en fait le Qigong contre le cancer, ou en tout cas pour aider à sa rémission. Voilà. Sur le plan moteur, on voit que de toute façon, même 11 ans après, 12 ans après, on voit des choses assez extraordinaires. Donc il ne faut jamais lâcher. Et je me rappelle, c'était un de nos professeurs de médecine physique et de réadaptation à Créteil qui disait, même 10 ans après, il faut continuer. Il faut faire des mouvements alternatifs, etc. parce qu'il y a toujours quelque chose qui se met en place. Mais il ne parlait pas de ces techniques alternatives. Donc de toute façon, il faut poursuivre. Depuis à peu près les années 70, il y a beaucoup de travaux qui montrent que le cerveau est plastique. Avec l'imagerie cérébrale, avec les sciences, on a de plus en plus pu démontrer que le cerveau, y compris adulte, peut être extrêmement plastique. Ça veut dire qu'il peut se réaménager, y compris à des âges avancés. C'est très pertinent, évidemment ça appuie toute la logique de la rééducation et de la récupération fonctionnelle de cela. Cultivons la différence et allons par contre au bout des choses, tu vois, moi c'est ça que j'ai compris, puisque la grosse question que je me posais à la base, c'est est-ce que, même quand tu as un handicap lourd, si tu fais des efforts, tu peux y arriver, avec l'entraînement et tout. Pendant 10 ans, j'ai buté là-dessus, et ça, c'est l'impuissance, c'est quelque chose de très très difficile à digérer. Je l'ai toujours pas digéré, et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui et que je vais continuer. Et qu'il faut travailler, aller au bout ici, après, et s'y mettre, parce que ça marche, une fois que tu as la formule, ça marche. Il y a moyen. Et donc, il n'y a pas de vérité, il y a le chemin que tu vas tracer pour t'élever au plus haut de toi-même, et profiter de la vie, le partager avec ceux que t'aimes, quoi.